Bonjour à tous. Mon invitée dans un instant, elle a longtemps été l'un des visages de la télévision française. Journaliste pendant 20 ans, elle est désormais élue, adjointe à la mairie de Paris auprès d'Anne Hidalgo et candidate à la présidence de la région Île-de-France. Qui est Audrey Pulvar? Ses combats, ses engagements, ses souffrances aussi, celle qui dit être la fille d'un monstre, d'un pédocriminel. Rencontre avec Audrey Pulvar qui nous attend dans son QG de campagne. Bonjour Audrey Pulvar. Bonjour Apolline de Malherbe. Vous avez été journaliste, chroniqueuse, vous avez même été éphémère présidente de la Fondation Hulot, engagée à gauche, féministe, écologiste et aujourd'hui vous êtes femme politique, adjointe d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris et désormais candidate au régional, tête de liste pour la région Île-de-France. Il y a eu une partie de votre carrière en Martinique, il y a aujourd'hui Paris et nous sommes au moment où on se parle dans ce QG de campagne, au cœur du quartier de Bastille. Vous allez nous raconter d'ailleurs pourquoi ce lieu, pourquoi ce quartier qui est au cœur de votre circonscription. On va essayer de comprendre vos combats, pourquoi vous les menez et d'où vous venez. D'abord, parlons de la situation en France. On y reviendra d'ailleurs pour la campagne, ça a évidemment un impact, mais la situation sanitaire, elle est très critique. Emmanuel Macron a dit cette semaine qu'il n'avait aucun remords de ne pas avoir confiné. Écoutez. Nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier, parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles. Donc je peux vous affirmer là, cette fois-ci, que je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire. Aucun remords? J'ai été frappée par ce mot, effectivement, quand j'ai entendu le président. Je me suis dit, bon, mais, comme d'habitude, Emmanuel Macron décide et les Français exécutent. Mais peut-être que s'il n'a pas de remords, parce qu'avoir du remords, c'est se sentir coupable. Donc je ne pense pas qu'il soit coupable, que le mot coupable soit indiqué, mais au moins pourrait-il avoir des regrets, éventuellement, sur des erreurs de méthode, des décisions qui n'ont peut-être pas toujours été les bonnes. Il ne s'agit pas pour moi de critiquer l'action du chef de l'État et du gouvernement, dont on se rend bien compte à quel point elle est difficile. On est depuis un an, au niveau mondial et évidemment au niveau européen et français, dans une situation de crise quasiment sans précédent, ou en tout cas sans précédent très récent. Une crise qui touche l'ensemble de la planète, qui transforme profondément nos modes de vie, notre quotidien, nos habitudes de lien social, qui est une crise marquée par l'incertitude, où tout change quasiment d'une semaine à l'autre. Et donc, évidemment que quand on est à la tête d'un État, prendre les bonnes décisions à chaque moment, ça n'est pas possible. Une question en particulier qui a évidemment été décisive, qui est de ne pas reconfiner en janvier alors que la plupart des médecins et surtout que nos voisins prenaient la décision, eux, de confiner. J'ai pas d'ailleurs tout à fait compris exactement ce qu'était la position à ce moment-là d'Anne Hidalgo ou même de l'équipe globalement de la mairie. Est-ce que vous vous dites, on aurait quand même peut-être dû reconfiner, un reconfinement strict à ce moment-là? Ça aurait changé les choses? Ce n'est pas qu'Anne Hidalgo qui le disait, c'est essentiellement le conseil scientifique et d'éminents spécialistes de ces questions qui le disaient. Si vous voulez, par rapport à la stratégie du gouvernement, ce qui me frappe, ce qui me surprend, c'est la méthode qui ne change pas ou alors qui change, mais vraiment très, très, très lentement. On est dans une vision extrêmement verticale de la situation. C'est jupitérien peut-être, mais il y a un homme qui décide avec un conseil de défense dont on ne sait pas exactement de qui il est composé. Et ensuite, encore une fois, il décide et nous exécutons. C'est une forme presque d'autoritarisme. On va dire que c'est la Ve République poussée dans ses retranchements les plus éloignés. Et si vous voulez, je pense qu'on est dans une situation où on ne peut pas gouverner de la sorte si on veut être dans une démarche de concorde nationale. Quand le chef de l'État nous dit « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre », pour sortir de la guerre, c'est bien d'avoir un chef des armées qui est là et qui décide, mais c'est bien aussi que l'ensemble de ceux qui décident, l'ensemble de ceux qui vivent les situations,
puissent y participer. Et donc un peu plus de démocratie sanitaire, un peu moins de gestion à la semaine de la crise sanitaire, mais un peu plus de santé publique. Ce n'est pas la même chose, hein, la crise sanitaire et la santé publique. C'est-à-dire de concertation. D'abord avec ceux qui sont au contact direct, c'est-à-dire les soignants, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins soignants. Ensuite, avec ceux qui composent le conseil scientifique, évidemment avec des élus locaux. Qui connaît le mieux le terrain? Sinon les élus locaux. Vous avez le sentiment que vous, les élus locaux, à la mairie de Paris, vous n'avez pas vraiment été consultés? Très peu, et je veux dire très récemment, mais pendant longtemps. Mais c'est pas que Paris, hein, je veux dire pendant longtemps, beaucoup d'élus locaux regardaient toute la façon dont les choses se sont passées, les différentes étapes, et le déconfinement, le nouveau confinement, la décision d'un couvre-feu quasiment unilatéral, alors que les habitudes de vie ne sont pas du tout les mêmes d'une région à l'autre, la vaccination sans concertation avec ceux qui font entre guillemets le dernier kilomètre. Tout ça, je pense que ça manque. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire on aurait fait mieux, il aurait fallu faire ça, etc. C'est pas, parce que ça, personne n'est capable de dire ce qu'il aurait fait mieux, ce qu'il ou elle aurait fait mieux. En revanche, on peut s'interroger sur la question de la méthode, qui n'est pas, à mon sens, une méthode de concertation et de construction d'une réponse de santé publique à cette crise sanitaire. Audrey Pulvar, il y a eu plusieurs questions sur lesquelles il y a eu justement des bras de fer avec des élus. Il y a la question notamment des écoles et la question des vaccinodromes. Sur les écoles, Valérie Pécresse, qui est l'actuelle présidente de la région Île-de-France, qui est donc votre concurrente pour cette prochaine campagne, on imagine qu'elle le sera. Enfin, vous avez des doutes? Si on regarde Xavier Bertrand, on se pose la question de savoir s'il sera encore candidat à la présidence de la région des Hauts-de-France, alors qu'il est déjà candidat à la présidentielle de 2022. Donc, vous savez, cette campagne électorale, comme la précédente pour les municipales, ne cesse de nous surprendre. Et on verra d'ailleurs si elle est maintenue, on y reviendra dans un instant. Mais oui. Valérie Pécresse, elle propose donc d'avancer les vacances scolaires de 15 jours. Est-ce que c'est une bonne idée à vos yeux? Le problème, c'est encore une fois de décider les choses sans se poser la question de ce qui l'accompagne. Est-ce que, par exemple, si on décide d'avancer les vacances de 15 jours, on a les moyens de soutenir les parents, notamment les mères célibataires, par exemple, qui sont à temps partiel, qui ont des horaires qui changent de semaine en semaine? Est-ce qu'on a les moyens de les aider à faire garder leurs enfants, par exemple? Regardez ce qui se passe avec le développement du virus en Île-de-France. Qui sont les populations les plus durement touchées? Quels sont les départements les plus durement touchés? La Seine-Saint-Denis, Val d'Oise en particulier, qui sont les départements déjà les plus en difficulté en Île-de-France. Qui sont ceux qui ont le moins accès aux vaccins? La Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise en Île-de-France. Qui étaient les premières lignes pendant le premier confinement? Qui sont les soignants pendant les premiers confinements? Vous savez, ces personnes qu'on a applaudies à 20h, moi j'ai envie de vous dire, comme me dit un ami épidémiologiste qui se reconnaîtra, applaudis à 20h et vaccinés à quelle heure? Ce sont ces personnes-là qu'il faut vacciner en priorité. Maintenant que la plupart des personnes âgées ont été vaccinées. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a une forme de négligence sociale, d'inégalité en tout cas, dans le traitement? Il y a l'État-providence à la française, c'est déclenché et tout le monde s'en félicite. Le quoi qu'il en coûte, ça a un sens. On est en France, on a la chance d'être en France et d'avoir ce filet de sécurité. Aujourd'hui, les premières lignes. Quand la maire de Paris dit qu'il faut vacciner les enseignants en priorité, elle a raison. Les premières lignes, ce sont les premières de corvée d'hier, ce sont les soignants, ce sont les caissiers et les caissières, ce sont les personnels de nettoyage de la ville. Ils doivent avoir accès aux vaccins en priorité. Les enseignants qui, aujourd'hui, oui, ils doivent avoir accès aux vaccins en priorité, pas en fonction d'un critère d'âge, mais en fonction d'un critère d'exposition et de nécessité. Depuis un an, on nous explique, on nous distingue ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Là, nous avons des personnels essentiels. Faire campagne dans ce contexte sanitaire, d'ailleurs, je précise que vous avez souhaité garder votre masque. Oui, on avait calculé que les distances étaient suffisantes et puis on est dans un espace qui a un grand volume et une belle hauteur sous plafond. Mais c'est un choix de votre part parce que précisément, faire campagne, aujourd'hui, vous voyez quand même beaucoup de monde. Comment vous faites, vous, pour respecter en quelque sorte le dedans avec les siens et dehors en citoyen? D'ailleurs, dehors en citoyen. On s'est adapté au fur et à mesure. Nous n'avons cessé de nous adapter depuis plusieurs mois.
Je suis officiellement candidate depuis fin janvier, mais j'étais déjà allée à la rencontre des Franciliennes et des Franciliens auparavant pour construire ce rassemblement Île-de-France en commun. C'est un rassemblement de plusieurs partis de gauche, de citoyens, de citoyennes engagés. Donc, j'étais déjà allée depuis plusieurs mois à la rencontre d'autres partis de gauche, à la rencontre de militants, à la rencontre de Franciliennes et de Franciliens en général. Et nous n'avons cessé de nous adapter. Au moment du deuxième confinement, évidemment, la consigne, c'était rester chez vous, donc il était hors de question de sortir sur le terrain, faire campagne. Donc quand il y a eu le couvre-feu, je me suis arrangée pour plutôt aller à la rencontre des Franciliennes et des Franciliens le week-end, évidemment, avant 18h. Et maintenant, on s'adapte. On ne fait plus de tractage sur les marchés. Nous ne faisons plus ce qu'on appelle de boitage, c'est-à-dire d'aller déposer des tracts dans les boîtes aux lettres des gens. En revanche, en petite formation, c'est-à-dire avec un maire, rencontrer des associations, enfin à 3 ou 4, je me déplace, je continue de rencontrer des associations, de rencontrer des élus locaux, en faisant très attention, bien sûr, mais plus du tout de rassemblements, enfin de mouvements. Est-ce que vous vous dites qu'au fond, ces élections, elles vont peut-être être annulées au moment où on se parle? Annulées, elles sont prévues le 13 et le 20 juin prochain. Ces deux dates, en tout cas, pourraient être annulées? Écoutez, on attend le rapport du Conseil scientifique qui va tomber ce dimanche, donc là, dans quelques heures. Je fais partie de ceux qui pensent, vous me posiez la question tout à l'heure sur la stratégie d'Emmanuel Macron, et j'ai été frappée fin janvier d'entendre et de lire partout des personnes proches de l'entourage d'Emmanuel Macron qui se vantaient que le politique ait repris le pas sur le scientifique. Ça, c'est quelque chose qui me choque beaucoup. Je ne vois pas comment, dans une situation de crise comme celle qu'on vit aujourd'hui, on peut vouloir que le politique prenne le pas sur le scientifique. Bien sûr, ce n'est pas le scientifique qui gouverne le pays, ce n'est pas le conseil scientifique qui gouverne le pays. Mais il faut faire avec, pas au-dessus, pas en surplomb. Il faut faire avec. Et peut-être que si on avait fait avec, des décisions différentes auraient été prises. Le conseil scientifique, on verra ce qu'il dit. S'il dit qu'il considère qu'en juin, les conditions d'organisation de l'élection ne sont pas possibles, eh bien, il faudra qu'il y ait une concertation entre les différents représentants des différentes familles politiques, le président, peut-être une audition des membres du conseil scientifique par les élus pour comprendre leurs décisions, pour réfléchir avec eux. Alors, si on ne les fait pas en juin, on les fait quand? Vous allez vous retrouver sur la ligne de départ avec un concurrent, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise. Le fait de ne pas avoir réussi à vous mettre d'accord, alors que ça a été le cas par exemple dans les Hauts-de-France, c'est fichu, là ça y est, c'est bloqué, vous serez 3. Ah, écoutez, on est à la fin du mois de mars, on ne sait même pas si les élections auront lieu au mois de juin. Donc très franchement, je pense que ce serait très présomptueux de ma part de vous dire où nous en serons exactement dans 5 semaines, 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines. Et ce qui est possible ou ce qui ne l'est plus. Ça a été possible dans les Hauts-de-France, mais d'abord le contexte est très différent dans les Hauts-de-France. Ensuite, moi, écoutez, je suis celle qui s'est déclarée candidate le plus tard. Julien Bayou s'est déclaré candidat de mémoire à la fin du mois d'août. Le candidat Europe Écologie Les Verts. Candidat Europe Écologie Les Verts. Clémentine Autain, candidate LFI et Parti communiste, s'est déclarée de mémoire au mois de décembre. Moi, j'ai lancé en septembre... Ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne peut pas vous reprocher d'être parti sans attendre. Non, j'ai lancé en septembre un mouvement qui s'appelle Île-de-France en commun, en disant que je n'étais pas encore candidate à la présidence de la région, mais que j'étais candidate au rassemblement, que j'en appelais au rassemblement des différentes familles de gauche. Donc c'est leur faute, pas de la vôtre? C'est pas une question de faute, c'est que voilà, nous avons eu des démarches différentes, et un certain nombre de partis de gauche m'ont rejoint. Le Parti socialiste, Place publique, le Parti des radicaux de gauche, les écolos solidaires, Allons enfants, les jeunes en politique, des citoyens, des citoyennes de la société civile engagée. Moi-même, je ne suis encartée dans aucun parti politique. Je serai tête de liste, une tête de liste de la société civile. Et j'ai attendu, nous avons continué de discuter, etc. À un moment, j'ai compris que il n'y avait pas d'autre discussion possible. Et j'ai donc déclaré ma candidature. Mais je veux voir les choses de façon positive. Je ne considère pas Clémentine Autain et Julien Bayou comme des concurrents, encore moins comme des adversaires. Bon, techniquement, j'ai une adversaire, c'est la droite, et c'est Valérie Pécresse. Clémentine Autain
et Julien Bayou ont des offres politiques qui sont assez proches de celles d'Île-de-France en commun et qui, au moins, le fait que nous soyons 3 permettent de mettre à l'agenda, de mettre dans le débat public de façon triplée, pas démultipliée, mais au moins triplée, les idées de gauche, les idées écologistes, les idées d'une écologie sociale. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, on a le temps de se voir. Il n'y a pas d'urgence absolue. Les campagnes se parlent, on s'envoie des messages de temps en temps. On a le temps. Si vous voulez, moi, l'urgence aujourd'hui, c'est ce que vivent les Franciliennes et les Franciliens. Quand vous allez au contact de la population, ce n'est pas du tout ce dont Alors, les gens il y a peut-être une chose. Ils parlent d'une chose. La gratuité des transports. C'est ce que j'allais vous dire. C'est que et l'avenir de leurs enfants. C'est votre mesure phare, je dirais, cette gratuité, parce qu'elle est très emblématique. Gratuité dans tous les transports en commun de tout le réseau, avec une question évidemment derrière, c'est que on achètera plus son ticket. Mais on payera quand même toujours à un moment ou à un autre. Qui va payer? C'est une nouvelle taxe, c'est une autre manière en fait de payer son ticket. Alors c'est pas tout à fait ça. D'abord, vous savez, il y a beaucoup d'aménités, de services du quotidien que personne ne paye et dont personne ne s'inquiète. Qui paye la route? Alors que, enfin, je ne parle pas des autoroutes, hein, alors que les routes, ça veut dire déplacement, véhicule individuel, ça veut dire pollution, etc. Personne ne se pose la question de savoir qui paye pour l'entretien des routes départementales, qui paye pour l'entretien des routes nationales, alors qu'en fait, tout le monde paye. La gratuité, on ne va pas la mettre en place du jour au lendemain pour tout le monde. Nous avons un calendrier que nous avons déjà précisé. Je redis rapidement que pour nous, c'est au 1er septembre 2021 pour les moins de 18 ans sur l'ensemble de l'Île-de-France et les 18-25 ans demandeurs d'emploi et étudiants. En 2022, on y ajoute les personnes en situation de handicap et les personnes âgées qui ont des ressources limitées. Et au fur et à mesure du mandat, d'année en année, nous ajouterons des publics qui seront concernés jusqu'à arriver en 2026 à une gratuité pour tous. Donc déjà, les choses vont se faire progressivement. Il y a cette question aussi de la démocratie participative. Vous estimez que c'est très important. Est-ce que c'est pas qu'un mot? Comment on va au-delà de ce principe qui est très sympathique, hein, tout le monde a envie de participer, mais dans les faits, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut trancher? Comment vous le ferez? Comment vous voulez faire vivre ça? Île-de-France en commun, c'est une démarche très participative déjà, depuis plusieurs mois. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais engagé un mouvement de rassemblement, de consultation. 300 personnes, qui ne sont pas que des élus, qui ne sont pas que des militants, se sont réunies, essentiellement par Zoom, pendant des mois, dans 22 groupes de travail sur différents sujets. De tous les groupes de travail est remontée la demande de plus de démocratie. Donc cette idée de l'Assemblée citoyenne du long terme que j'ai portée avec la Fondation Hulot, à laquelle je tiens particulièrement, et qui est la façon dont je voudrais exercer le pouvoir, c'est-à-dire associer à la démocratie représentative, les élus, la démocratie participative et délibérative des citoyennes et des citoyens, c'est quelque chose qui est vraiment une conviction très profonde pour nous. Vous voyez la Convention citoyenne du climat. Qu'est-ce que c'est la Convention citoyenne du climat? 150 personnes qui ne sont pas spécialement militantes, qui ne sont pas spécialement expertes. Qui ont été volontaires, puis tirées au sort. Voilà, qui ne sont pas spécialement écolos ou pas écolos. Qui représentent la diversité de la nation. Qui se réunissent, qui arrivent avec leurs bagages, leurs idées, leurs points de vue. Qui se réunissent, qui travaillent ensemble, qui réfléchissent ensemble. Ça, c'est ma passion, chère Apolline. Ça m'a guidée pendant toutes mes années de journalisme où j'animais des débats, etc. J'ai jamais voulu, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai quitté ce métier, je n'ai jamais voulu rentrer dans le système où vous mettez face à face deux personnes qui pensent totalement le contraire, qui s'aboient dessus, on lance une pièce en l'air et on attend de voir lequel la rattrape le plus vite. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que je considère que personne n'a la vérité absolue et que nous sommes obligés de prendre un peu sur nous-mêmes, de réfléchir, d'entendre, d'écouter ce que l'autre a à dire pour construire du consensus. Parfois, il y a des dissensus qui restent, mais pour construire du consensus. Et c'est ça qu'ils ont fait, les citoyens et les citoyennes de la Convention du climat. Presque, si j'écoute ce que vous venez de dire, c'est pas tant vous qui êtes parti du journalisme que le journalisme qui a changé et qui ne correspondait plus aux idéaux que vous aviez? Oui, sauf que, contrairement à ce qu'on pourrait penser,
Je ne suis pas du genre à penser que j'ai raison face à tous les autres qui ont tort. Donc effectivement... Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, non, mais je dis ça de façon taquine, parce que je sais que j'ai la réputation d'être quelqu'un de très sûr d'elle, etc. J'ai ressenti dans les, on va dire, 3 dernières années de ma vie de journaliste, la sensation de ne plus être à ma place dans ce métier. Je ne me suis pas dit, ils n'ont rien compris, c'est pas des vrais journalistes, etc. Et moi, je sais, comme certains derniers Mohicans, nous, on sait ce qu'est le journalisme. Je me suis dit, quelque chose a changé dans ce métier qui fait que je ne m'y sens plus à ma place. Qu'est-ce qui a changé ? Ce côté bonne télé, ce côté spectacle, ce côté... je ne dis pas que tout le monde le fasse, hein, mais... C'est quand même, mais vous qui avez été chroniqueuse, par exemple, dans l'émission de Laurent Ruquier, il faut aussi faire de la bonne télé quand... justement, c'était une des difficultés que j'avais, c'est qu'on trouvait que je ne faisais pas assez voilà, j'étais encore trop journaliste, carré dans mes questions, etc., et que je ne faisais pas assez de bonne télé. Et moi, bon, il y a eu ça, mais il y a eu la suite, si vous voulez. Je ne me sentais plus chez moi dans ce métier. Vous n'en avez donc pas la nostalgie. Je ne voulais pas me dire, je ne me suis pas dit, ils ont tort, j'ai raison. Je me suis dit, ça veut dire qu'il faut que j'aille voir ailleurs si j'y suis. Mais il y a quand même un moment où vous avez été un peu à cheval, je dirais, sur les deux, c'est-à-dire à la fois sur le politique et sur le journalisme. C'est au moment de la campagne, pour le coup, d'Arnaud Montebourg, dont vous partagiez la vie. Pas simplement partager la vie d'Arnaud Montebourg, mais monter sur l'estrade. Ça, c'était une erreur. Est-ce que ça, vous le regrettez? Si c'était à refaire, vous ne le referiez plus? Je le regrette. D'abord, je ne l'ai fait qu'une fois. J'ai été, pendant toute sa campagne, j'étais extrêmement discrète, à tel point que je ne connaissais même pas son entourage. Enfin, je veux dire, c'est le jour du premier tour de la primaire socialiste en 2011 que j'ai découvert les gens qui, qui travaillaient avec lui, enfin les très proches, quoi. Moi, j'étais pas du tout, Quand il a annoncé sa candidature, j'étais dans une arrière-salle, je regardais par une fente de la porte, j'étais pas du tout dans la salle. Et d'ailleurs, après ça, après, je n'ai plus pu faire mon travail comme je le souhaitais. Je voudrais revenir aussi sur plusieurs de vos combats. Il y a le combat féministe, il y a aussi le fait que vous avez été un visage d'une autre forme d'émancipation et de libération. On a dit de vous, lorsque vous avez été choisie pour présenter le journal télévisé à France 3, que vous étiez la première femme noire à la tête d'un JT. Comment vous avez vécu cette phrase-là? Écoutez, je ne me voyais pas du tout comme ça. Bon, c'est pas une insulte d'être une femme noire, c'est ce que je suis. Donc, je ne me voyais pas comme ça. Moi, je me voyais comme une journaliste. Je suis une femme noire, je suis une femme noire, je suis une créole caribéenne d'Amérique, je suis née en Martinique, je sais très bien d'où je viens et qui je suis. J'ai pas de souci avec ça. Mais moi, je venais chercher du boulot en tant que journaliste. Je venais pas chercher du boulot en tant que femme journaliste ou en tant que femme noire journaliste. Et donc, c'est vrai qu'en plus, vous savez, on se voit rarement comme les gens vous voient. Moi, j'étais là pour travailler, pour bien faire mon travail. Je voulais juste être une bonne journaliste. C'était mon seul objectif dans la vie, c'était d'être une bonne journaliste. De considérer que j'étais une bonne journaliste. Et vous aviez quelque chose à prouver? Oh, à moi-même, sans doute. Vous dites sans cesse, parents, je voulais être une bonne journaliste. Sans doute. À moi-même, à mes parents, à celles et ceux qui font que je suis celle que je suis aujourd'hui, oui. Sur cette question, le mot race, qui est un mot qui revient aujourd'hui dans le débat et qui revient plutôt par la gauche, en tout cas par notamment des associations anti-racistes. Quand vous entendez par exemple qu'il y a ces réunions en non-mixité raciale, comme ça a été désormais tout à fait assumé par le syndicat étudiant l'UNEF, est-ce que vous considérez que c'est acceptable? Je ne passe pas le débat sur ce plan-là. D'abord, le mot race, je le récuse. Je considère qu'il y a une race humaine. Oui, il y a des personnes qui ont la peau plus ou moins pigmentée, des traits plus ou moins ci, plus ou moins ça, mais bon, voilà, je considère qu'il y a une race humaine. Après, il y a des hommes et des femmes noirs, il y a des hommes et des femmes de diverses origines, nous ne nous ressemblons pas tous, et nous n'avons pas les mêmes vécus, les mêmes histoires, les mêmes combats, nous ne subissons pas les mêmes discriminations, nous n'avons pas les mêmes privilèges, mais nous sommes tous
et toutes des êtres humains. C'est une régression. C'est une régression aujourd'hui. C'est ça l'important. Ensuite, bon, je l'ai déjà dit, je veux bien le répéter parce que c'est bon de le répéter. Nous avons des valeurs de laïcité. Nous avons des valeurs de la République, un triptyque, liberté, égalité, fraternité, qui est mise en œuvre, qui est coordonnée par notre conception de la laïcité. Et la République, elle doit être chez elle, partout. Partout, partout, partout. Je me suis assez battue, comme d'autres, et bien d'autres avant moi, et je continue de me battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour lutter contre les discriminations, pour que chacune et chacun trouve sa place et sa place, se sente autorisé à avoir les rêves qu'il ou elle veut avoir. Et pour aujourd'hui, vous dire que ça compte, et c'est ça la base. Après, il ne faut pas être complètement aveugle au dysfonctionnement de la République. La République est là. Elle nous protège, mais parfois, elle ne tient pas ses promesses. C'est là qu'il y a de la discrimination, c'est là qu'il y a du racisme, c'est là qu'il y a des persécutions, par exemple, contre les LGBTQI+. C'est là qu'il y a des inégalités à combattre. Que des personnes discriminées pour les mêmes raisons et de la même façon sentent la nécessité de devoir se réunir entre elles pour pouvoir en discuter, ça ne me choque pas profondément selon la façon dont les choses sont formulées. Si on vous l'avait proposé, si on vous avait proposé de participer à une réunion en disant non, par contre les personnes de couleur blanche restent derrière la porte. Ça, c'est pas possible pour moi. Ça n'est pas possible. C'est pour ça que je vous parlais de formulation. Je préfère les réunions réservées à que les réunions interdites à. C'est-à-dire que si... Non, là, mais je ne joue pas sur les mots. Je vais vous dire pourquoi je ne joue pas sur les mots. Parce que si vous dites... D'abord, les gens ont le droit de se réunir chez eux, enfin, voilà, comme ils veulent, hein. Nouvel ordre. Enfin bon, dans les limites du Covid et tout ça. Mais là, en l'occurrence, c'est par exemple dans le cadre des universités. Si vous dites groupe de travail consacré aux discriminations dont sont l'objet les personnes noires ou métisses, quelque chose me dit, ou les femmes noires ou métisses, quelque chose me dit que 95 ou 99% des participants spontanément à cet atelier seront les personnes dont il est question dans l'intitulé. Mais il est bien différent. J'en arrive, pardon, c'est un peu long, mais si il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, etc., ben, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas question de le ou la jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de se taire. On peut lui demander d'être spectatrice ou spectateur silencieux. On peut lui demander de se taire? Oui, je pense que oui. Parce que pour le coup, moi, je ne dis pas qu'il faille qu'il soit, il ou elle, interdit d'entrer. Mais au moins qu'il se taise et qu'il laisse parler les personnes, il ou elle se taise et laisse les personnes les plus concernées. C'est-à-dire, quand des LGBTQI+, se réunissent ou des LB, c'est-à-dire lesbiennes et bi ou trans, LBT, c'est-à-dire essentiellement des femmes lesbiennes, bisexuelles ou transsexuelles, veulent se réunir pour discuter. Bon, moi je suis hétérosexuelle, je participe à ce type de groupe, mais je ferme ma bouche, je laisse parler. Après, si on me demande mon avis, je peux le donner, mais je me tais, parce que je comprends qu'il y a une parole là qui a besoin de s'exprimer totalement librement. J'ai du mal, si vous voulez, avec cette époque qui veut que tout se passe par l'anathème et qu'il y ait le bien, le mal, et c'est ça, ou rien. Non. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup des options prises par le syndicat UNEF, mais beaucoup. Avec beaucoup des déclarations faites. Par exemple, ce qui s'est passé pour ces enseignants de Sciences Po Sciences Po Grenoble et qui ont été l'objet d'attaques ciblées, leurs noms affichés, etc. Pour moi, c'est inadmissible. Mais j'entends qu'à l'UNEF, comme dans plein d'autres endroits, des gens ont envie de se réunir
s'unir pour parler des discriminations dont ils sont l'objet, et qu'on peut respecter cette demande, encore une fois, sans que ça ne soit formulé comme une interdiction, comme une exclusion de celui ou celle dont on considère qu'il n'est pas directement concerné. Il y a un autre combat qui est celui aussi des femmes journalistes, notamment les journalistes sportives, qui disent aujourd'hui, notamment à travers un documentaire qui s'appelle « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste », qu'elles ont été victimes de harcèlement, parfois d'humiliation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ou en tout cas dont vous vous sentez solidaire? Mais totalement solidaire, évidemment, totalement solidaire. J'ai envie de vous dire, malheureusement, ça ne concerne pas que le journalisme, parce qu'on se dirait, ben voilà, il faut traiter ce secteur-là et le reste, ça va. C'est un problème de société. C'est un problème qui concerne le cercle intrafamilial, qui concerne le milieu professionnel, qui concerne l'espace public. Le fait que presque 100% des femmes qui utilisent les transports en commun disent avoir été un jour l'objet soit d'un geste déplacé qui peut être considéré comme une agression sexuelle, soit d'une parole sexiste. Dans votre métier de journaliste, est-ce que vous-même vous avez été victime de paroles ou de gestes Alors dans mon métier, des paroles sexistes, j'en ai entendu évidemment. Bon, j'y ai répondu. J'ai vécu un épisode fort désagréable au tout début de ma carrière. J'étais, je sais pas, j'avais 22 ans ou quelque chose comme ça. Après, ça ne m'est plus arrivé. Qu'est-ce qui s'était passé? Ça ne m'est plus un événement désagréable. Après, ça ne m'est plus arrivé. Pas parce que je suis super forte et que celles auxquelles ça arrive ne le sont pas. Parce que j'avais d'abord parce que ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune m'a vraiment complètement sidérée, a fait que... Vous aviez réagi, pardon, vous ne voulez pas raconter, mais est-ce que vous aviez réagi? J'avais été, comme beaucoup dans ce cas-là, en état d'abord de sidération, parce que vous dites, mais c'est pas ce qui est en train de se passer, c'est pas ce qui m'arrive. Et ensuite, vous demandez dans la minute d'après, qu'est-ce que je fais? Je viens d'arriver, je suis stagiaire, j'ai face à moi quelqu'un qui est l'une des personnes les plus puissantes du média dans lequel je travaille. J'ai, je sais plus, 22 ans ou 23 ans, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui mets une gifle? Est-ce que je le repousse? Est-ce que je prends ça pour une blague? C'est difficile de choisir. Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis partie, je n'ai pas donné de gifle. Je suis partie, j'étais mécontente, j'ai exigé des excuses qui ne sont jamais venues. Et je me suis dit, ça ne m'arrivera plus jamais. Mais encore une fois... surtout qu'on se garde de penser qu'il y a une attitude à avoir. Je me suis dit, ça ne m'arrivera plus jamais, et j'ai réussi à faire en sorte que ça ne m'arrive plus jamais parce que j'avais, je sais pas, l'entourage familial, le parcours, la force de caractère, les conditions qui ont fait que j'ai pu me protéger de ça. Et puis j'ai mis une armure. Alors après, les gens vous disent, elle est froide, elle est tout ça, mais j'ai mis une armure pour éviter que ce genre de choses se reproduisent. Mais ce n'est pas normal d'avoir à le faire. 2, celles qui subissent ou qui ont subi, elles ne sont pas moins fortes. Elles étaient dans d'autres conditions et ce ne sont pas elles qui sont coupables. Ce sont ceux qui ont commis ces actes, ce sont ceux qui tiennent des propos sexistes et ce sont ceux qui agressent, qui violent, qui harcèlent. C'est eux les coupables. Ce ne sont pas les femmes qui se retrouvent dans ces situations-là. Et oui, c'est répandu dans le milieu du journalisme, peut-être un petit peu moins maintenant, mais ça l'est dans toute la société. Audrey Pulvar, vous venez de dire, ce n'est pas seulement parce que je suis une femme forte. On vous a entendu pleurer, ce qu'on n'avait pas imaginé effectivement de Non mais vous. ça m'arrive, vous savez, de pleurer sous cette carapace, un petit cœur bas. Je ne suis pas qu'un robot froid et sans émotion, chère Apolline. J'imagine bien, mais habituellement, on imagine que c'est quelque chose en tout cas qu'on voit peu publiquement. Vous avez pleuré sur un plateau de radio, c'était sur France Inter, alors que vous avez évoqué la figure de votre père, puisque 3 de vos cousines avaient décidé de briser le silence et de dire qu'elles avaient été victimes de votre père. Vous avez dit qu'il était un monstre. Comment on vit avec ça, Audrey Pulvar? On survit, on s'adapte.
Voilà, je ne sais que vous dire de plus. On s'adapte, on met les choses à distance, le cerveau humain est rempli de capacités, et notamment il a la capacité de déclencher des processus d'autodéfense, de distanciation, voilà, on se regarde vivre. On est souvent absent à soi-même, absent aux autres, parce qu'on est hanté par un certain nombre de choses. Et puis, comment vous dire ? Quand j'ai dit que mon père, j'ai commencé cette phrase en disant que mon père était un monstre et que forcément, quand son père est un monstre, quand on est l'enfant du monstre, on se demande si on n'est pas un monstre soi-même. Beaucoup de gens ne l'ont pas compris et j'ai envie de dire tant mieux pour elles et pour eux qui n'ont pas compris, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas été confrontés à ce problème. Mais tous ceux et toutes celles qui ont été confrontés à cela, soit en tant que victime directe, soit en tant qu'entourage, savent de quoi je parle. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit, y compris de gens qui me combattent matin, midi et soir, et qui m'ont dit vous n'êtes pas un monstre, ou tu n'es pas un monstre. D'ailleurs, moi-même, je me suis posé la même question. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, et c'est quelque chose qui m'a vraiment... bon, j'ai eu beaucoup de témoignages, je serais bouleversant, hein, comme toujours dans ces cas-là, mais quelque chose qui m'a vraiment touchée, parce que c'est quelqu'un qui est un redoutable adversaire, et qui m'a écrit un très long message en me disant qu'en m'entendant, il avait été lui-même évidemment très bouleversé, parce qu'il avait été victime plus jeune d'actes pédophiles, ou pédocriminels plus précisément. Et il me disait, mais moi aussi je me demandais si j'étais un monstre. J'ai eu un fils, je n'ai pas réussi à le prendre dans mes bras, jusqu'à ce qu'il ait l'âge que j'avais quand le monstre a cessé de me persécuter. Vous imaginez cette douleur d'un père qui a un fils qui aime son fils plus que tout au monde, et qui a tellement peur d'être le même monstre que son propre père, qu'il s'empêche de témoigner à ce fils de l'affection et de le prendre dans ses bras jusqu'à ce que celui-ci ait 12 ou 13 ans. C'est ça, enfin c'est pas que ça, mais c'est aussi ça, d'être dans la famille, dans la descendance, et d'être indirectement soi-même victime d'un pédocriminel, c'est-à-dire que les choses traversent les générations, la douleur traverse les générations, pour tout le monde, hein. Pour mes cousines, pour mes sœurs, pour moi-même, pour nos enfants, évidemment pour ma mère. Pour vos enfants, votre manière d'être mère ? Non, déjà parce que c'est difficile. Enfin, imaginez que votre mère vous dise quelque chose comme ça. Déjà, vous avez de la compassion pour les victimes, vous avez de la compassion pour votre mère, ça change, ça structure une vie. Je parlais avec mes sœurs et je leur disais, mais en fait, notre père... il aura réussi de son vivant à être certes un être lumineux pour les autres, mais un père très défaillant pour nous, qui avons dû grandir avec ça comme on pouvait. Et là, il est mort depuis 13 ans, et malgré ça, il continue de peser sur nos vies, évidemment sur celles de mes cousines, il continue de peser sur nos vies et sur celles de nos enfants, alors qu'il est mort depuis 13 ans. Pas mal quand même, hein, de pouvoir comme ça générer... Alors certes, il a aussi généré des choses bien, et c'est ça que beaucoup de gens, là encore, celles et ceux qui ne comprennent pas ça, sont tant mieux pour eux, celles et ceux qui n'y ont pas été confrontés. Comment on fait pour faire la part ? Mais c'est ça qui est très difficile. Enfin, c'est ça, encore une fois, c'est une partie de ça. Quand Camille Kouchner dit, et elle ne parle pas de son père, elle parle de son beau-père, quand Camille Kouchner dit qu'elle est... Évidemment, il y a toujours cette part d'admiration, il y a toujours parce que les choses sont compliquées, il y a toujours cette part d'affection. Imaginez quand c'est votre propre père. Vous me dites comment on vit ça. Ben, comment j'ai vécu ça? J'ai vécu ça comme quelque chose de très difficile, de très lourd à porter, et ça l'est toujours, et avec lequel il fallait que je m'adapte en permanence. Mes cousines m'ont parlé, enfin, les faits remontent à quand nous avions 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mes cousines vous aviez le même âge qu'elle à peu près? J'avais à peu près le même âge. Mes cousines ont parlé quand nous avions à peu près 30 ans. Elles ont, je les ai encore une fois, enfin je redis ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'instantanément je les ai crues, je les ai entendues, je les ai soutenues, en leur disant
nous sommes à vos côtés si vous voulez lancer une action en justice. Mon père était encore en vie, il était souffrant parce qu'il est mort d'une leucémie, mais il était encore vivant. Si vous voulez mener une action en justice, nous serons à vos côtés. Et après, c'était à elle voilà, d'ouvrir les choses et de les dire quand il fallait les dire. Et moi, j'étais en face de gens qui me parlaient de la carrière de mon père, de ce qu'il a fait de bien qui existe. S'il n'était que mal. Parce que votre père était vraiment qu'une mauvaise personne. Une figure à la fois du monde politique Absolument. et syndical. S'il n'était qu'une mauvaise personne, ben, ce serait très simple. Sauf que c'est un être humain, donc il y a eu aussi des côtés lumineux. Et la difficulté, aussi pour les victimes, et elles le disent, hein, elles l'écrivent, la difficulté c'est d'être... et c'est la particularité de l'inceste, c'est que vous n'avez pas d'autre choix que d'aimer votre bourreau pour survivre et pour vous protéger de la douleur. Donc vous l'aimez et vous le haïssez, vous l'aimez et vous essayez de lui plaire, et vous le haïssez et vous essayez de vous en détacher. C'est un processus qui est hyper destructeur, surtout quand on est un tout petit enfant. Il y a quand même, dans ce que vous dites, il y a toujours une espèce de filigrane. Vous parlez du bourreau. Pardon, est-ce qu'il se pourrait que vous ayez été concerné? Je ne réponds pas à cette question. Mais je suis de toute façon concernée, puisque quelle que soit la situation, est-ce que, vous savez, je vais vous prendre une image que je n'ai pas utilisée à France Inter. Un certain nombre des faits se sont produits quand nous étions en vacances. Franchement, j'avais 5 ans, 6 ans, ma cousine en avait 6 ou 7. Le soir, on dormait sous une tente de camping. Il y avait le lit de mon père, le lit de ma cousine et le mien. C'était des petits lits de camp, vous savez, c'est tout petit. Le lit de mon père, le lit de ma cousine et le mien. Ça veut dire que quand j'avais 5 ans, 6 ans, et que je sentais bien qu'il se passait des choses anormales et qu'il y avait un climat très malsain, mais sur lequel je ne savais pas mettre des mots, je ne savais même pas ce que c'était, pourquoi les choses me semblaient déglinguer. Ben, je dormais à côté de ma cousine pendant que mon père la violait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la portée de ce que je suis en train de vous dire là. Donc, de toute façon, j'ai été concernée. Et voilà, des années d'interrogations, de cauchemars, de ci, de ça. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. De toute façon, j'ai été concernée. Vous avez des doutes? De toute façon, j'ai été concernée. C'est évidemment difficile de passer à la suite et à la politique. Il y a une question aujourd'hui qui est celle du Front républicain face au Rassemblement national. Vous l'avez sans doute vu, la une de Libération, fin février, qui disait « J'ai déjà fait barrage, cette fois c'est fini ». C'était la citation d'un électeur de gauche qui, s'il avait le choix au deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, préférerait s'abstenir plutôt que d'aller voter contre Marine Le Pen. Est-ce que c'est une tentation que vous entendez, que vous comprenez, qui vous choque? Est-ce que vous vous dites, c'est quand même une réalité aujourd'hui, Marine Le Pen, en effet, on n'y ferait peut-être plus barrage, nous les électeurs de gauche? Moi, j'y ferai barrage, hein, toujours. Je ne peux pas dire que je le comprenne, mais je le conçois. J'avais déjà eu cette discussion avec beaucoup de camarades de gauche en 2017. Pas en 2002, hein. En 2002, c'était une évidence. Mais en 2017, d'ailleurs, j'ai été suspendue d'antenne pour avoir signé une pétition entre le premier et le second tour de la présidentielle en 2017 qui appelait à faire barrage à Marine Le Pen. Comme j'étais suspendue d'antenne pendant la campagne de l'entre-deux tours, j'ai participé à un certain nombre de meetings, de réunions, etc., pour inciter le peuple de gauche à voter Emmanuel Macron. Cette évidence qui était là en 2002, cette discussion qui était là en 2017, bien difficile. Est-ce qu'aujourd'hui... Je ne vais pas vous nier que c'est difficile. Oui, j'ai entendu beaucoup d'électeurs de gauche le dire. Je regrette qu'Emmanuel Macron, comme Jacques Chirac en 2002, élu en grande partie, pas que, mais en grande partie par des voix de gauche, ait décidé de mener depuis le premier jour de 2017 une politique de droite, voire sur certains sujets très à droite. Je regrette qu'il ne s'adresse qu'à la droite dans ce pays et qu'il fasse le jeu de la montée du Rassemblement national. Néanmoins, en 2022, si par malheur,
le seul choix qui nous était offert, c'était entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ou entre Xavier Bertrand et Marine Le Pen, à regret, mais tout de même, personnellement, je pense que je n'hésiterai pas une demi-seconde entre le fait de mettre un bulletin Macron ou Bertrand dans l'urne plutôt que Marine Le Pen. Emmanuel Macron, il est là en train de prendre le risque, non seulement de faire exploser sa famille politique, mais ça c'est son sujet, c'est son problème, c'est son sujet, mais surtout de nous faire prendre le risque que l'extrême droite arrive vraiment au pouvoir. Et quand l'extrême droite arrive au pouvoir, parce qu'il ne faut pas s'y tromper, le Rassemblement national, c'est l'extrême droite. Hein. Quand l'extrême droite arrive au pouvoir, on ne sait pas quand elle vous le rend. On ne sait pas dans quelles conditions elle vous le rend. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment n'avoir jamais été insulté par le Front National, n'avoir jamais fait partie des populations discriminées systématiquement par le Front National, pour considérer que ce ne serait pas si grave que le Front National soit au pouvoir. Vous l'avez vécu. Donc je dis à mes chair. amis de gauche qui pensent que tout ça c'est indifférent et puis tant qu'à faire, puisqu'ils veulent du Front National, mettons-leur le Front National, de se rappeler que des populations entières dans notre pays sont discriminées par le Front National, enfin le Rassemblement National, et que ces populations-là voient avec beaucoup d'inquiétude la possibilité que le Front National prenne le pouvoir. Et si Anne Hidalgo était candidate, ce serait la solution ? Ah mais moi j'ai toujours dit, et je continue de dire et de penser, qu'il y a deux personnalités de gauche qui ont l'autorité, la surface, la légitimité nécessaire pour rassembler la gauche et faire gagner la gauche en 2022. Et ces deux personnalités sont Anne Hidalgo et Christiane Taubira. Pour l'instant, aucune des deux n'est officiellement candidate. Bon, il y en a une des deux qui s'en approche un peu plus. Donc, l'une et l'autre, l'une ou l'autre, seront mes candidates. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Audrey Pulvar, d'avoir accepté Merci de à nous vous. livrer ici dans votre QG de campagne cet entretien qui est à retrouver en replay sur BFM TV.